Donc mon intervention va porter sur l'économie de guerre et la situation internationale, sous le titre de l'économie de guerre, stade suprême de l'impérialisme et l'impératif du multilatéralisme progressiste. Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment charnière de l'histoire mondiale. Les convulsions de notre époque révèlent avec une intensité dramatique, s'il le faut, la nature prédatrice du capitalisme monopoliste. Face au ralentissement de la croissance, à la crise écologique et à la perte de la légitimité de l'ordre occidental, le système s'oriente de plus en plus vers une économie de guerre qui sera, si on continue ainsi, permanente. Cette transformation n'est pas accidentelle, ni une déviation ponctuelle. Elle est l'aboutissement logique des contradictions internes de l'impérialisme. Lénine le rappelait en 1917 dans L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, je cite, « L'impérialisme et le capitalisme arrivés à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de tout premier plan, où le partage du monde entre les trusts internationaux a commencé, où le partage de tout territoire du globe entre les grandes puissances capitalistes est achevé. » Donc aujourd'hui, cette logique atteint un degré, ce qu'on peut dire, extrême. Les rivalités s'exacerbent, les ressources sont accaparées, et les guerres deviennent l'instrument principal de régulation d'un système qui, comme on l'a dit et on le dira tout au cours de cette intervention, en crise. La militarisation n'est pas un choix politique qui est contingent. Elle est une nécessité structurelle pour un capitalisme dont la loi de la baisse tendancielle du taux de profit rend inévitable cette fuite en avant. Une économie de guerre mondiale se constitue ainsi où les dépenses annuelles excèdent 2700 milliards de dollars. Cette tendance est appelée à s'accentuer depuis que les États-Unis, via l'OTAN, ont obtenu que les pays membres s'engagent à porter leur effort de défense à 5% du PIB, y compris le Canada, bien sûr. Ce détournement colossal de ressources se fait au détriment des besoins sociaux élémentaires, confirmant la remarque de Marx, selon laquelle le capitalisme engendre ses propres fossoyeurs, en aggravant simultanément l'exploitation et les inégalités. Et cette économie de guerre est portée et dirigée par un centre hégémonique, l'impérialisme états-unien et son bras armé, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc de l'OTAN. Faisons un petit retour historique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont consolidé leur domination en se présentant comme les garants de la paix et de la démocratie. Mais derrière ce masque se cachait une stratégie d'hégémonie mondiale. Donc l'OTAN, créée en 1949, fut dès le départ bien plus que ce qu'ils ont annoncé officiellement, une alliance défensive. Ce fut l'outil militaire du capitalisme occidental, un mécanisme destiné à maintenir l'Europe à l'époque, parce qu'il y avait le danger, le péril rouge en Europe, sous tutelle, et à projeter la puissance états-unienne bien au-delà de l'Atlantique. Depuis lors, chaque élargissement de l'OTAN a correspondu à une étape de l'expansion impérialiste. De l'Europe de l'Est aux Balkans, du Moyen-Orient à l'Asie centrale. L'OTAN a constamment étendu son champ d'action. Les interventions en Yougoslavie, en Afghanistan, en Libye et ailleurs démontrent
démontre, s'il le fallait encore, son rôle offensif. Comme le disait Lénine dès 1916, l'impérialisme tend inévitablement à l'asservissement économique et politique des colonies, et là on ne parle plus de colonies en l'occurrence, des pays faibles. Et l'OTAN incarne cette tendance dans sa forme la plus brutale. Aujourd'hui, l'Alliance ne se contente plus d'une logique régionale. Elle se veut une police globale, définissant qui a le droit d'exister, qui doit être sanctionné et qui doit être bombardé. Elle fonctionne comme une armée des monopoles, au service de la domination économique et politique des États-Unis et de leurs alliés de second rang, comme le Canada, par exemple. Le monde paye un prix terrible pour cette logique. Les guerres d'agression se multiplient. Les peuples sont broyés par la machine militaire. Et les équilibres internationaux sont systématiquement sabotés. La guerre en Ukraine, prolongée par les livraisons d'armes et l'expansion de l'OTAN, illustre parfaitement ce rôle. Une guerre par procuration où les peuples servent de chair à canon pour les calculs géopolitiques de Washington. Ok, sur les effets maintenant destructeurs de l'économie de guerre proprement. Donc l'économie de guerre n'est pas une simple politique budgétaire. Elle façonne toute la société. Les dépenses colossales consacrées aux militaires entraînent nécessairement un appauvrissement des populations. Dans les pays impérialistes, les services sociaux sont étranglés, les inégalités explosent et la paupérisation s'accélère, comme on le voit aujourd'hui. Ça s'aggrave de jour en jour. Marx avait averti dans Le Capital que le développement du capitalisme engendre l'accumulation d'un côté, la misère de l'autre. Aujourd'hui, cette dynamique est exacerbée. Pendant que les profits des industries d'armement battent des records, des millions de familles s'enfoncent dans la précarité, incapables de payer logement, nourriture, ou même le chauffage, les billes d'électricité. Dans ce qui est communément appelé, entre guillemets, je mets des grands guillemets, le Sud global, les effets sont encore plus dramatiques. Les sanctions économiques, les guerres d'ingérence et la manipulation des marchés provoquent des famines et une paupérisation absolue. Staline dénonçait déjà en 1927 l'exploitation brutale des peuples coloniaux par l'impérialisme, ce que l'on appelle aujourd'hui les peuples post-coloniaux. Cette phrase résonne avec une actualité criante de Gaza à Haïti, de Cuba au Sahel. La logique de guerre ne détruit pas seulement l'économie, elle corrode aussi la démocratie bourgeoise. Donc, les acquis qu'on a conquis de haute lutte. Sous prétexte de sécurité, la surveillance de masse se généralise. La dissidence est criminalisée et les régimes glissent vers l'autoritarisme. Comme le rappelait encore une fois Staline en 1934, cette fois-ci, le fascisme est la dictature terroriste ouverte de la bourgeoisie. Ce n'est pas un changement de régime, là, c'est le mode de fonctionnement de la superstructure pour la domination de la bourgeoisie en période de crise. Ce constat s'applique pleinement à nos sociétés où la militarisation intérieure accompagne la militarisation extérieure. Enfin, cette guerre aggrave les catastrophes écologiques. Les armées sont parmi les plus grands pollueurs mondiaux. Le détournement des ressources vers la guerre retarde la transition écologique et condamne l'humanité à une double impasse. La destruction sociale et la destruction environnementale. Engels
écrivait déjà en 1876 que le capitalisme exerce un rapport de pillage envers la nature. Donc non seulement envers les travailleurs, mais également envers la nature. La guerre rend ce pillage encore plus irréversible. Ok, maintenant sur la question de la multipolarité, versus le multilatéralisme et la question de la Chine. Ok, et que dire de la situation internationale qui connaît une dégradation accélérée, qui, comme on l'a déjà vu, est marquée par une crise généralisée donc, du capitalisme, qui se manifeste à la fois donc, par le déclin de l'hégémonie américaine, la montée inquiétante du militarisme, une financiarisation toujours plus prédatrice et l'aggravation conjointe des crises sociales et environnementales. Donc ça, c'est un rappel. Ok, donc cette conjoncture pousse les puissances occidentales à durcir leur politique de coercition et de guerre, transformant les instruments comme les sanctions économiques, les blocus prolongés ou encore la confiscation d'actifs étrangers. Hein? On l'a vu ces derniers temps, il y a eu plusieurs cas de ce genre. En outil de prédilection pour préserver les privilèges de leur monopole menacé. Donc loin d'être des épisodes isolés, ces mesures s'inscrivent dans une offensive impérialiste plus large, symptôme d'un ordre ancien, donc qui résiste par la force à son propre déclin. Donc le cœur de la stratégie états-unienne dans ce contexte réside dans la préparation d'une confrontation systémique avec la Chine, désignée comme l'ennemi principal. Cette orientation se traduit par une multiplicité d'actions coordonnées. Donc guerre tarifaire, on est en plein dedans. Sabotage ciblé des chaînes d'approvisionnement technologiques, terres rares, etc. Guerre tarifaire, sabotage ciblé, guerre tarifaire. Attends, okay. Escalade militaire en Asie-Pacifique et relance assumée d'une économie de guerre, le tout accompagné d'une pression intense sur les alliés occidentaux et autres vassaux pour qu'ils augmentent massivement leur budget militaire. Les conflits en Ukraine, le soutien inconditionnel à Israël, ainsi que les sanctions contre Cuba, Venezuela, la Chine, pour ne nommer que ces quelques événements de ces derniers mois, dernières années, participent à cette même logique, l'encerclement stratégique et la préparation d'un affrontement global. Okay. Donc avant d'aller plus loin, d'aborder la question de la multipolarité, il convient de s'arrêter un instant sur la place de la Chine. Donc on parle beaucoup de la Chine, qui exige une analyse rigoureuse et équilibrée, hein, évitant tant l'écueil de l'ultra-gauchisme, qui met sur le même plan la Chine et les États-Unis, ou encore le camp occidental, que celui des campistes, qui occultent les ambiguïtés et les risques du modèle chinois. Il importe de reconnaître pleinement les réalisations historiques de la Chine, qui a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté et bâti une base industrielle et technologique compétitive, et ce, à l'échelle mondiale. Ces succès, toutefois, ne doivent pas occulter les défis persistants. Donc, inégalité sociale, émergence d'une bourgeoisie comprador et contradictions internes nées des réformes pro-marché des dernières décennies. Donc, l'issue de la lutte de classe en Chine reste ouverte. Et c'est précisément pourquoi une solidarité critique, hein, et internationaliste, qui sait à la fois donc, soutenir et questionner, s'impose, bien au-delà donc, des postures simplistes que j'ai déjà évoquées, de dénonciation
ou d'admiration inconditionnelle. Ok, revenons maintenant à nos moutons. Ok, dans ce paysage géopolitique en recomposition, l'émergence d'un monde multipolaire est souvent présentée comme une évolution majeure. Cette dynamique, portée par l'élargissement des BRICS ces derniers mois et dernières années, et l'affirmation de nouveaux pôles régionaux, reflète en effet une réalité objective. C'est ce qu'on voit effectivement sur le terrain. L'Occident ne peut plus imposer unilatéralement son agenda au reste du monde. Ok, ça c'est ce qu'on voit, c'est la réalité. Pour autant, il serait naïf de voir dans cette multipolarité naissante une garantie d'émancipation, comme Lénine nous en avertissait dès le début du XXe siècle. Les réarrangements entre grandes puissances peuvent simplement déboucher sur de nouveaux affrontements destructeurs plutôt que sur un ordre plus juste. Donc ça, c'était avant la Première Guerre mondiale. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale. Ok, face à ces tensions et à la menace croissante d'une bipolarisation conflictuelle, l'humanité n'a rien à gagner entre une compétition généralisée entre les blocs. La seule alternative réaliste et progressiste réside dans la promotion d'un multilatéralisme authentique. Donc par opposition à la multipolarité. Multilatéralisme. Multilatéralisme authentique recentré vers la coopération plutôt que sur la confrontation. Donc l'ONU ici, l'ONU, en dépit de ses limites et travers, donc on a vu ces derniers temps les limites, malgré certaines avancées courageuses et historiques de l'ONU, demeure à ce jour le seul cadre universel reconnu capable d'incarner cette ambition. Pour lui permettre de jouer pleinement son rôle, des réformes courageuses s'imposent tout de même. Abolition du droit de veto, revalorisation de l'Assemblée générale, autonomie financière et protection renforcée contre les ingérences des puissances impérialistes. Ok, un tel multilatéralisme ne saurait se réduire à une affaire de diplomatie ou de chancellerie. Il doit impérativement s'appuyer sur une mobilisation large des peuples, des mouvements sociaux et des forces progressistes du monde entier. Donc on l'a vu à travers le soutien des milliers, dizaines de milliers, millions de manifestants à travers le monde pour la décision de l'ONU de la CPI. Son objectif central doit être le rééquilibrage des priorités globales, donc réaffecter des ressources colossales aujourd'hui englouties par la course aux armements vers des investissements socialement et écologiquement utiles, santé, éducation, justice sociale, transition écologique. Donc il s'agit en somme de bâtir les bases d'une coopération internationale démocratisée, capable de désamorcer les logiques de guerre et d'ouvrir enfin la voie vers une paix durable et partagée. Ok, le rôle du Québec maintenant dans tout ça, et j'achève. Dans ce panorama mondial, quel rôle pour le Québec et le Canada? Donc trop souvent, nos gouvernements se sont alignés servilement sur la politique étrangère des États-Unis et de l'OTAN. Donc trop souvent, on peut même dire tout le temps. J'ai été gentil. Le Canada s'est engagé dans toutes les guerres impérialistes récentes, de l'Afghanistan à la Libye, la participation active à la militarisation actuelle. Il participe activement à la militarisation actuelle. Pourtant, le Canada dispose d'atouts considérablement pour jouer un rôle différent. Le Québec en particulier, avec son potentiel hydroélectrique et ses ressources en énergie renouvelable, pourrait être un acteur majeur d'une transition pacifique et écologique. Mais cela suppose une rupture claire avec l'économie de guerre et avec l'alignement atlantiste. Nous devons exiger la sortie de toutes les
alliances militaires et en premier lieu de l'OTAN. La réorientation des dépenses militaires vers les services sociaux et la réaffirmation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'avenir du Québec et du Canada doit se jouer non seulement dans la soumission à Washington, mais dans les contributions à un nouvel ordre international juste et multilatéral. Donc pour conclure, l'économie de guerre n'est pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques dictés par les monopoles et les classes dominantes. Donc les classes dominantes, la bourgeoisie monopoliste. Elle constitue le stade suprême de l'impérialisme en crise, prêt à plonger le monde dans le chaos pour maintenir ses privilèges. Face à cette logique mortifère, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut rompre avec l'hégémonie états-unienne et avec la logique impérialiste. Il faut construire un multilatéralisme progressiste fondé sur la Charte des Nations Unies, le respect de la souveraineté, la coopération et la solidarité entre les peuples. Comme le disait Marx, les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à gagner. Aujourd'hui, ce mot d'ordre résonne avec une urgence nouvelle. La survie de l'humanité dépend de notre capacité à dépasser la logique de guerre et à bâtir un ordre international de paix, de justice, de coopération et de solidarité internationale. Merci beaucoup.